Alors, ce qui est flagrant, en fait, nous, on le sait depuis des années, mais les entreprises aussi, certaines le savent depuis des années, les entrepreneurs commencent à vraiment, en tout cas, à en prendre conscience, c'est que l'avenir des entreprises ne pourra être assuré que si ces entreprises-là sont capables de fournir des produits, des services, des fonctions qui sont utiles pour la société. Donc aujourd'hui, et de plus en plus les entrepreneurs, les startups, etc., il y a tellement de sociétés qui se créent autour de l'impact social. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur des entreprises qui se créent, qui créent des modèles d'affaires qui permettent de répondre à des grands enjeux. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, on reçoit encore Esther Dormagin qui est la présidente de Elio Services Conseil qui font en fait du management en développement durable. On a déjà reçu Esther à l'épisode 7, donc si vous voulez en savoir plus sur elle, sur son parcours et sur sa vision des RH parce que c'était le thème de l'épisode, comment on concilie les ressources humaines et l'impact social, bien, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 7. Mais pour aujourd'hui, en fait, c'est que quand on a enregistré avec Esther, on avait prévu enregistrer l'épisode qu'on a déjà publié, mais la conversation est arrivée avec une envie, en fait, de parler de durabilité et de résilience dans les entreprises. Donc, on s'est dit, ben oui, tu sais, si tu as des choses à dire, c'est clairement un sujet qui est pertinent dans le cadre du podcast et pour les auditeurs. Donc, sans préparation, vraiment, on s'est juste mis à jaser. Puis évidemment, Charles avait déjà tout programmé pour qu'on puisse être en mesure d'enregistrer. Soit dit en passant, c'était dans une autre époque où on avait le droit d'enregistrer en présentiel. Donc, vous allez le remarquer aussi dans la qualité sonore, ça paraît qu'on était dans notre studio à ce moment-là. Donc, ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'on l'a enregistré. Mais bref, on avait hâte quand même de le présenter. Je voulais juste laisser passer quelques épisodes pour vous faire découvrir d'autres gens entre-temps. Mais là, on est content de enfin publier cette conversation-là qui est très inspirante puis certainement tournée vers l'avenir. Donc, on va écouter Esther, mais juste avant, j'enregistre l'intro devant Charles et il me fait signe de vous rappeler d'aller donner 5 étoiles sur le podcast de La Talenterie, de nous écrire des messages, de pas hésiter. C'est sûr que ça fait drôle de tout le temps le dire, mais c'est tellement important pour nous parce que ça nous aide beaucoup dans le référencement, ça nous aide à faire connaître le podcast. Donc, on quête des étoiles, mais c'est pour une bonne cause. Donc là-dessus, on vous laisse écouter l'entretien qu'on a eu avec Esther Dormagin. On a goûté un certain nombre d'avantages en termes de qualité de vie. Évidemment, plein d'inconvénients, mais la partie réduction de certaines émissions, etc., a généré quand même une certaine... On a repris goût à une certaine qualité de l'air, etc., au bruit de la nature, etc., et au contact avec la nature. Et je pense qu'il y a une appétence de plus en plus forte des gens et une prise de conscience, malgré tout, sur le fait que ils ont envie de faire des choix de vie et des choix professionnels et des choix de consommateurs qui sont un peu différents d'avant. Et tu sens que ça, pendant la pandémie, c'est vraiment comme Je pense que ça arrivé? a été quand même exacerbé quand même. C'est intéressant parce que, tu vois, moi, des fois, je suis pas experte comme toi, tu l'es, mais je me faisais la réflexion, des fois, est-ce qu'on est en train de tasser l'urgence climatique parce qu'on est tellement le nez collé, tu sais, sur le demain matin, qu'est-ce qu'on fait avec l'économie? Oui, mais les entreprises sont un peu plus quand même en anticipation, un petit peu, pas beaucoup. donc je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont en train d'anticiper ce virage-là, ou en tout cas, tu vois, nous on a été contactés par des clients potentiels, ou certains sont devenus des clients qui avaient pris ce temps-là pour réfléchir et ça avait quand même confirmé leur envie de probablement changer un peu de cap, d'avoir des pratiques, dans la mesure où ils étaient obligés de se réinventer. Ouais, puis ça crée des opportunités, comme tu dis. Voilà, tu vois, et plutôt que de se réinventer, de se poser les questions successivement, c'était plutôt dans l'idée de se dire, OK, ça fait longtemps qu'on y pense, on a pris un peu de temps, on a sauvé le bateau, parce qu'attention, on était vraiment pendant les premiers mois, ça a vraiment été des situations critiques. Oui. Mais une fois qu'ils ont sauvé le bateau et qu'ils se sont dit, OK,
comment est-ce qu'on se réinvente pour l'avenir? Et là, ils ont commencé à se dire, mais oui, ça fait longtemps qu'on veut être un peu plus éco-responsable. Donc, peut-être qu'on devrait vraiment embarquer dans ce projet-là, en fait. C'est très intéressant, puis tu sais, ça fait plein de sens. Aussi, je le sentais quand même à quelque part aussi dans des grands dirigeants ou tu sais, des grandes têtes fortes dans le milieu des affaires ou dans le milieu de la finance. Bon, tu sais, même déjà depuis le début de l'année, on voyait de plus en plus, on entendait parler des fonds qui se décarbonisaient, des choses comme ça, mais même, tu sais, il y a Monique Leroux qui a fait beaucoup de vagues autour de l'importance de l'impact social, les entreprises. Fait que, tu sais, on le sent dans le discours de certaines personnes clés, là, tu sais, des grands patrons, des grands dirigeants, tout ça, mais je me demandais, tu sais, c'est sûr que moi, bon, dans le cadre de mes mandats, puis tout ça, des fois, je le vois un peu plus sur le côté social ou sur l'aspect humain, mais tu vois, sur le côté écologique, je me demandais à quel point les organisations avaient l'énergie, tu sais, d'embarquer là-dedans en ce moment. Oui, certaines l'ont, mais tu vois, sur le côté social, c'est là où c'est intéressant, ce que j'apprécie, moi, dans notre orientation, puis dans toute la mouvance vers le développement durable. Et puis alors maintenant, ça a changé un peu de mots, un peu de termes. On parle d'impact positif, on parle, bon, il y a d'autres notions, mais en tout cas, on comprend, on sait dans quelle direction on veut aller. C'est que il y a une vraie conscience des entrepreneurs, des dirigeants, on va dire, mais aussi des individus qui sont dans les organisations, parce que finalement, une organisation, c'est un regroupement d'individus qui ont choisi d'être là et d'avoir une mission commune. Enfin, tu vois, donc, et il y a quand même une vraie conscience du fait que l'économique, le social et l'environnemental sont indissociables au succès de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est de plus en plus vrai. Ici, c'est sûr, dans un pays développé comme ici, l'économique et le social ont pris plus de poids. Ouais. L'environnemental était probablement un peu la dernière roue du carrosse, entre guillemets. Même le social, tu parles de ça avec des entrepreneurs, c'est comme, c'est pas clair. Qu'est-ce que tu veux dire, mon impact social? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, parce qu'il y a deux volets à ça. Il y a le volet interne, qui est avec les employés. Donc, c'est là où peut-être il y a eu un petit peu plus d'avancée. On est quand même relativement... Les conditions de travail sont... pour la plupart relativement cohérentes, même si on le sait, en plus avec la pandémie, ça nous a montré que, en revanche, il y avait des métiers extrêmement en grande détresse, en fait. Bon, ça, on le savait, mais là, ça nous l'a vraiment montré du doigt. Mais et puis après, il y a l'impact social externe aussi. Puis ça, c'est un sujet. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est encore peu pris en compte. En tout cas, il y a encore peu de conscience de la part des entreprises de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société. Elles savent qu'elles ont un impact par leurs produits. Elles savent que leur produit a une utilité, il apporte certaines vertus normalement, mais de se dire en quoi la situation s'améliore grâce à mon produit, comment est-ce que la personne qui l'utilise a une meilleure qualité de vie. Oh, ça on en est loin. Puis même, j'ai envie de te dire, moi, je pense qu'on peut aller même plus loin parce qu'il y a certaines entreprises qui sont rendues plus loin dans cette réflexion-là puis qui réalisent que en tant que personne morale, comme entreprise, ils font partie de la communauté et de la société. Tu sais, il y a moyen de s'inscrire dans des projets citoyens, par exemple, ou d'être vraiment un acteur, tu sais, disons, dans les projets soit de développement durable de leur communauté. J'entendais ce matin, justement, je pense t'en parler avant de commencer à enregistrer, mais il y avait Aline de Voyager Futé que j'ai croisée ce matin, puis elle m'expliquait, mais tu sais, il y a certaines entreprises qui vont prendre en charge un projet de réfléchir au développement, au transport, durable, puis tout ça, puis ils vont en faire bénéficier des plus petits joueurs dans leur communauté. Fait qu'ils vont dire, nous, on va le faire, le projet, on va faire la réflexion à l'interne sur ce que ça veut dire pour nous, c'est quoi notre impact à cause du développement des employés, puis tant qu'à avoir cette réflexion-là pour notre région, on va partager nos constats, puis jusqu'à un certain point, on va inclure d'autres joueurs dans la démarche. Fait que, tu sais, il y a tellement de façons, tu connais ça beaucoup plus que moi, mais moi, je commence à découvrir plus ce milieu-là, puis je me rends compte que c'est tellement large, puis il y a tellement de belles occasions de faire une différence, puis de s'impliquer, puis d'avoir un impact réel comme entreprise. Puis c'est intéressant, effectivement, l'angle que tu apportes, qui est sur le fait de commencer autour d'un sujet précis qui est pertinent pour l'entreprise et son équipe, là, et les employés, et ensuite d'en tirer des apprentissages ou d'élargir la réflexion. Je m'explique. Effectivement, une entreprise peut avoir un projet de mobilité, de vouloir mettre à disposition des outils de mobilité alternatifs pour ses équipes, très bien. Mais effectivement, le fait de rassembler des groupes d'employés, des membres de l'équipe, d'en parler, de les faire rêver sur ce qu'ils veulent finalement, parce que qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? C'est pas simplement avoir un métro qui s'arrête à côté de leur bureau, c'est plus de se dire je peux me rendre facilement au bureau, puis souvent
ça les amène à parler de formes alternatives de travail. Enfin, bref, en partant d'un sujet assez précis qui a l'air délimité, en réalité, on sort très très vite et on arrive à comprendre quels sont les vrais rêves et aspirations de ces individus-là. Et on peut tout d'un coup commencer à discuter effectivement de tout ce qui est flexi-travail, de tiers-lieux, de comment t'intègres. Moi, je me souviens, c'est très présent à mon esprit parce que j'avais travaillé avec une très grosse entreprise montréalaise qui changeait de bureau, donc qui construisait un nouvel espace à bureau dédié, qui quittait ses anciens bureaux. Et en fait, on avait fait des groupes de travail thématiques, notamment un sur l'alimentaire. C'est tout bête, ça a l'air tout bête. Qu'est-ce que tu veux dans le restaurant d'entreprise quand tu arrives? Et là, tu te dis, ça peut être une discussion qui reste assez dans certaines limites. C'est quoi le menu? Mais en fait, tout d'un coup, mais oui, c'est ça, c'est que les gens ont commencé à parler d'espaces d'expérimentation sur l'alimentation durable. Donc là, tu fais le lien avec le vrai impact que ces gens-là pensent que leur entreprise doit avoir sur l'innovation en matière d'alimentation, sur comment on peut reprendre ça dans nos services pour en faire des capsules d'éducation, éducative pour un plus grand nombre. Est-ce que tout d'un coup, on veut avoir un jardin pour pouvoir cultiver, et auquel cas, c'est ouvert avec la communauté? Mais tu vois, de partant d'un sujet qui a l'air assez simple et bien délimité, on arrive à tout d'un coup développer des grandes ambitions sociétales. Oui, puis en plus, toi, tu t'intéresses beaucoup à ça, j'ai l'impression, la sécurité alimentaire, puis la provenance. Entre autres, tu as cofondé le mouvement Toucan, je veux bien dire, mais ça, vous êtes autour de ces sujets-là, je pense, justement, parce que c'est très lié, dans l'impact social, dans le développement durable. La sécurité alimentaire, c'est quand même à la base de ça. J'ai envie un peu que tu nous en parles de cette expérience-là, puis de c'est quoi la vision que tu as, disons, avec Toucan. Oui, alors Toucan, c'est un mouvement. C'est intéressant que tu parles d'un mouvement parce qu'en fait, c'est une entreprise, c'est un projet d'entreprise. On a créé cette entreprise-là il y a quelques années. Le point de départ, c'était de dire, moi, j'avais plusieurs clients par Elio qui étaient dans l'agroalimentaire. Et notamment un qui m'avait sollicité pour voir comment il pouvait diminuer le gaspillage alimentaire. Parce que ça, tu peux être une entreprise agroalimentaire, quoi que tu fasses, tu as du gaspillage d'une façon ou d'une autre. Tu as des produits qui sont non conformes, tu as des produits qui sont trop tardifs dans leur durée de vie, peu importe, mais tu as forcément un minimum de gaspillage. Et cette entreprise-là qui avait déjà innové pas mal en matière de valorisation de ses surplus, mais il en restait. Et il m'avait sollicité pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, j'ai un ami qui travaille dans l'agroalimentaire. Et puis, il avait justement ce projet de quitter son entreprise pour pouvoir travailler sur le sujet du gaspillage alimentaire. Okay. Et puis, avec un troisième larron qui, lui, est en développement technologique. Et on s'est dit, il faut développer des solutions technologiques qui vont permettre de faciliter le don. En l'occurrence, là, le don, mais en tout cas, la valorisation. On n'était pas que sur le don, mais des solutions technologiques qui vont faciliter le don, lui permettre, je dirais, la valorisation des surplus, permettre qu'ils arrivent plus vite et là où ils peuvent être utiles pour réduire le gaspillage. Qu'est-ce que tu fais de tout ce volume de nourriture qui veut pas peut diminuer, mais jusqu'à un certain point, et comment tu fais pour t'assurer que cette nourriture-là nourrisse des gens et pas la terre. C'est bien le compost, mais on s'entend qu'on préfère nourrir des gens avec ça. Donc on a développé les technologies qui permettent de faire ça, de gérer les surplus, de gérer toute cette logistique, tout l'inventaire, etc. et toute la communication auprès de gens qui ne se sont pas connectés les uns aux autres, parce que tous les organismes, là en l'occurrence on travaille avec Banque Alimentaire du Québec, et ça c'est tous des organismes qui ne sont pas liés les uns entre les autres, hormis le fait qu'ils appartiennent à ce réseau-là et qu'ils reçoivent la nourriture de Banque Alimentaire du Québec. Entre eux, ils ne sont pas liés. Donc là, ça nous permet d'avoir des communications qui sont beaucoup plus rapides. C'est vraiment intéressant. Fait que vous les accompagnez, vous les outillez dans le quotidien. Est-ce que vous faites aussi, mettons, une mise en commun de ressources ou si une banque alimentaire a un surplus par rapport à une autre, vous les aidez à se parler pour ça aussi? Bientôt. OK. Oui, exact. On a déjà, on a développé déjà pas mal de fonctionnalités. Et puis, mais oui, effectivement, alors il y a non seulement ça, c'est-à-dire qu'après, il y a tous les surplus, toute la gestion des surplus au niveau micro, vraiment très local. Et puis après, il y a tout ce qui est également l'amélioration du transport, en fait, des routes,
Et puis, il va y avoir la manifestation d'intérêt des organisations, quelles qu'elles soient, qui ont besoin de quelque chose et là, qui vont pouvoir, grâce à la technologie, avoir accès très rapidement et de façon semi-automatique à des organisations qui sont dans le même domaine, enfin, qui sont capables de leur fournir ce dont elles ont besoin. Je trouve que c'est fascinant, puis c'est des choses qu'on voit de plus en plus, mais plus dans le milieu communautaire. Tu sais, on a moins ce réflexe-là. Quoique je vois quand même certaines initiatives intéressantes dans mes réseaux là, d'entraide, de mise en commun de ressources, de réfléchir à notre impact, puis tout ça. Toi, chez Elio, parce que t'es cofondatrice de ce mouvement-là, mais t'es surtout présidente d'Elio, puis t'es consultante dans le développement durable. Donc, toi, est-ce que tu vois des vases communicants ou des façons un peu de s'inspirer de ce qu'on voit un peu plus dans le milieu communautaire pour l'amener dans nos entreprises puis devenir un peu plus... Oui, inévitablement. C'est encore... Il y a pas mal de collaborations qui se font, par exemple, sur des projets. Tu sais, on parlait justement de jardins sur un toit, par exemple. Nous, on a un client qui s'appelle Prével et qui avait fait un projet, un de ses derniers projets. Ils ont fait un jardin sur le toit qu'on peut occuper, que les habitants de l'immeuble peuvent occuper, mais qui sont aussi ouverts à un OBNL qui est le Carrefour Alimentaire Centre-Sud, par exemple. On le voit pas mal dans les écoles, par exemple. Il y a 2 écoles secondaires de notre connaissance, dans notre réseau, qui ont des jardins sur le toit, mais évidemment, les fruits et légumes, ils mûrissent en été, donc il n'y a pas d'élèves. Effectivement. Mais les élèves cultivent le jardin, au moins pendant qu'ils sont à l'école, et les paniers qui en sortent sont donnés à des organismes communautaires en commun. Puis après, il y a des tas de projets qui peuvent se faire entre une entreprise privée et une communauté, et des organismes communautaires. Qui vont au-delà de la donation, de la philanthropie pure. On a Énergie extrêmement impliquée dans sa communauté. Il y a multiples exemples. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est ça. C'est on va faire des dons ou de temps en temps, on va faire du bénévolat ou on a des gens à l'interne qui sont impliqués dans des causes puis on va les soutenir. On fait des soirées bénéfices, on a des gens sur des CA puis c'est correct, là, c'est des super belles initiatives, mais il y a moyen de faire des projets rassembleurs puis d'être vraiment plus intégré dans la communauté. Puis comme tu le disais tantôt, souvent, ça va être un projet à l'interne qui peut être porteur de mobilisation. Puis, tu sais, c'est le fun, on s'entend, là, travailler avec les employés autour d'un projet comme ça quand on peut se le permettre puis que le terreau est fertile dans l'organisation. Bien là. sûr. Puis tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, puis on est comme un peu parti dans une conversation parce que c'était un sujet qui était super passionnant, puis on s'est un peu enflammé, mais ce qui a comme déclenché la conversation, c'est que tu me dis, j'ai envie de parler du lien indissociable entre la résilience et la durabilité dans une entreprise. Parce que là, c'est bien beau, parce que je sais pas si c'est là que tu t'en allais, mais c'est correct, on veut être, tu sais, pour des raisons morales et éthiques, puis plein de raisons, on veut s'en aller vers du développement durable, on veut faire une transition sociale, une transition écologique. Mais après, il y a aussi des raisons d'affaires en arrière de ça. Puis j'ai l'impression que c'est un peu là que tu t'en allais en voulant parler de résilience des entreprises. Fait que je te laisserai un peu nous exposer ta vision si ça te tente. Alors, ce qui est flagrant, en fait, nous, on le sait depuis des années, mais les entreprises aussi, certaines le savent depuis des années, les entrepreneurs commencent en tout cas, à en prendre conscience, c'est que l'avenir des entreprises pourra être assuré que si ces entreprises-là sont capables de fournir des produits, des services, des fonctions qui sont utiles pour la société. Donc aujourd'hui, et de plus en plus les entrepreneurs, les startups, etc., il y a tellement de sociétés qui se créent autour de l'impact social. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur des entreprises qui qui créent des modèles d'affaires qui permettent de répondre à des grands enjeux. Sociaux, environnementaux. Là où je suis avec la talenterie, là, ouais. Exactement. Donc, et ça, c'est assez flagrant. J'ai un biais, parce qu'évidemment, les gens à qui je parle sont des gens qui ont quand même, les gens qui m'appellent sont quand même des gens qui ont déjà fait un peu, qui ont maturé déjà ce sujet-là, qui sont prêts à démarrer quelque chose. Mais ce qui me frappe, c'est que les entreprises, de plus en plus, ont envie de réfléchir à leur utilité pour la société. Et ça veut dire qu'elles sont obligées de se réinventer. Alors, la pandémie, en fait, nous offre l'opportunité, malheureusement, après des périodes difficiles et il y en a d'autres qui arrivent, mais
de réinventer nos produits, nos services, nos modèles d'affaires, notre raison d'être. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la raison d'être. C'est pas pour rien, c'est à quoi je sers réellement, à qui je vais manquer si je disparais. Puis, tu sais, je fais un aparté, puis à chaque fois que quelqu'un parle de revoir la mission ou la raison d'être, on dirait que je me sens... Peut-être parce que je suis une fille de com, puis j'ai déjà vu des stratégies où on met des beaux mots, puis il n'y a rien de réel et de sincère. Mais ce dont tu parles, c'est pas juste d'avoir une mission inspirante puis un beau marketing. C'est vraiment de s'arrêter puis de réfléchir honnêtement à comment on est un joueur, tu sais, de la société, puis c'est qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi on existe, tu sais. Oui. Et puis en plus, je trouve qu'il y a toujours deux versants à la médaille, c'est-à-dire qu'il y a le contenu, puis il y a la façon dont tu arrives au contenu. Et aujourd'hui, là où c'est vraiment inspirant, c'est quand c'est pas cette raison d'être là, toute cette stratégie là, elle est pas définie par une ou deux personnes. Elle est vraiment définie en collaboration avec des équipes, avec une équipe. Donc ça, c'est quasiment, c'est aussi important que le résultat auquel on arrive en fait. Donc il me semble que les entrepreneurs qui décident de tout d'un coup se plonger dans vraiment leur mission sociétale, leur raison d'être, etc., c'est intéressant s'ils le font, s'ils essayent s'ils en profitent pour que ça devienne un projet fédérateur, un projet de co-construit, etc. Parce que c'est fou quand on est entrepreneur, puis on le sait bien, là, il y a une charge mentale qui est importante. Donc ça permet aussi à l'entrepreneur de se libérer d'une partie de la responsabilité et de pouvoir vraiment co-construire quelque chose qui soit inspirant pour tout le monde. Puis ça, c'est un effet absolument incroyable. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être une belle façon de tester des modèles un petit peu plus d'équipe autogérée ou de co-développement. Donc, c'est une belle façon de le faire sans tout de suite l'appliquer dans les opérations. Des fois, il y en a qui ont un petit peu peur d'aller là. Donc, de voir ce que ça peut donner, puis à quel point ça peut être riche comme démarche, puis de s'habituer à se structurer de cette façon-là. Je pense que ça peut être porteur au-delà du projet en soi, là, sur la façon qu'on travaille ensemble dans l'organisation. Puis ça fait partie, je trouve, aussi de l'impact social qu'on a comme entrepreneur. Tu sais, quand on a parlé tantôt de faire attention à nos gens, à l'interne, puis de bien les traiter, mais il y a aussi dans comment on collabore dans l'organisation, les espaces d'échange sont comment, la charge mentale qu'on met sur les gens, donc tu sais, la possibilité de s'accomplir, donc tout ça, c'est tout évidemment interrelié. Puis c'est comme un moyen de taper d'une pierre deux coups. Donc on fait un projet social, on travaille ensemble, mais en même temps, ça nous permet d'avancer sur d'autres choses à l'interne dans l'organisation. Je ne sais pas si tu as des exemples d'entreprises avec lesquelles tu as travaillé où ce genre de démarche-là a amené des belles choses justement à l'interne ou si tu as eu des échos après de dire « Ah, ben tu sais, depuis qu'on a fait telle démarche, ça nous a fait réaliser... Oui, plein, bien sûr. C'est déjà nous, enfin quand on intervient dans une entreprise, c'est qu'on on exige entre guillemets, mais on part du principe qu'on travaille déjà avec un comité. Puis on pose beaucoup de questions. On fait de plus en plus des premières interventions avec, mettons, le comité de direction élargi. Alors quand je dis ça, c'est d'avoir tout partie du comité de direction et quelques autres personnes clés dans l'organisation qu'on interviewe individuellement et on bâtit avec eux la démarche qui sera la meilleure pour eux. Donc ça, on le fait de plus en plus parce que je trouve que cette première étape nous permet de questionner justement ces personnes-là sur à quel moment est-ce qu'on implique des équipes plus larges, quelles sont les meilleures façons pour vous d'aller solliciter la matière grise de toutes les personnes dans l'entreprise, évidemment selon la taille. Donc ça, je trouve que c'est assez utile et effectivement, ça c'est une partie de la réponse. L'autre partie, c'est que des exemples... donc, bref, on incite beaucoup les entrepreneurs à aller chercher justement la contribution, on va dire. J'aime pas trop dire la consultation, mais plutôt la contribution de leurs équipes. J'aime la nuance, puis je veux juste la souligner parce qu'on parle souvent effectivement d'aller consulter les gens, mais c'est pas juste de leur demander ce qu'ils en pensent puis de faire notre projet de notre côté après. Ce que tu parles, c'est de vraiment... les impliquer. Oui, puis c'est assez facile. Ça prend un peu de temps, mais c'est tellement riche. Mais c'est assez facile à faire parce que les gens sont intéressés. Mais après, on va toujours nous dire... c'est marrant, les arguments qu'on nous oppose sont plutôt des arguments de manque d'habitude parce que
C'est plutôt, oui, mais je suis pas sûre que les équipes terrain vont avoir envie ou je suis pas sûre qu'ils osent. Je suis pas sûre que ça les intéresse, etc. Puis en fait, on s'aperçoit, oui, il y a des gens qui peut-être sont pas intéressés, ça c'est possible, mais il y en a d'autres qui, au contraire, se sentent extrêmement valorisés puis qui ont tellement de choses à dire. Tu sais, les équipes terrain, c'est eux qui savent comment ça fonctionne. Donc c'est bien plus facile aussi en plus, imagine pour le comité de direction, comme c'est plus facile de se dire, tu sais, la solution que je vais proposer, elle va vraiment fonctionner puisque c'est lui ou elle qui m'a dit que c'est comment il fallait faire. Tu sais, on l'a travaillé ensemble. Puis les gens vont dire, moi, on pourrait faire ça, puis je serais prêt à faire tel bout pour que ça arrive. Donc, les gens vont eux-mêmes se proposer. Souvent, on sous-estime. Puis j'ai l'impression qu'il y a probablement peu d'organisations où il n'y a réellement pas d'employés que ça les intéresse. Ça doit être de plus en plus rare. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie. On veut tous, en fait, presque. La plupart des gens veulent contribuer, puis veulent changer leurs habitudes, puis veulent avoir un impact positif. Mais c'est dans le comment. Fait que, si on met en place des initiatives, puis qu'on met cet espace-là dans le cadre de leur travail, souvent, c'est inspirant. Là. Oui, puis ça peut se faire à plusieurs vitesses. C'est pas grave. Ce qu'on veut savoir, c'est un peu le tipping point, la masse critique de gens qui, alors il y en a toujours, tu sais, une dizaine de % qui vont vouloir de toute façon s'impliquer, puis qui, s'ils s'impliquent pas, ils sont frustrés, éventuellement ils quittent l'entreprise, etc. Bon, on sait qu'on peut compter sur de toute façon une quinzaine de % de gens qui, eux, spontanément, puis ils le font de toute façon, ils s'impliquent. Après, il y a toute une portion au milieu de gens qui sont un peu plus discrets, un peu plus hésitants, etc. Et qui, si on leur laisse l'espace ou si on crée les conditions, là vont être ravis de pouvoir donner leur avis. Après, il y en a qui vont le faire, mais vraiment dans un temps plus long. C'est-à-dire, il va vraiment qui sont sceptiques, donc ils vont vouloir des preuves que c'est utile ou que ça leur revient pas, ça n'a pas un effet boomerang et que ça leur porte pas préjudice d'expliquer ce qu'ils pensent. Donc, il y a cette portion-là aussi. Puis après, il y en a qui ils veulent pas. Bon, alors on va travailler avec les pourcents, avec ceux qui sont plus en avant et qui ont plus envie dans un premier temps, puis après créer les conditions, montrer que ça marche. Et puis après la majorité suit en fait, et puis c'est là où ça commence. Mais c'est sûr que il faut pas s'imaginer que tout d'un coup on va passer d'une structure très hiérarchique descendante à une entreprise horizontale où tout le monde collabore et tout le monde participe. C'est pas un projet. Non, c'est ça. Il faut y aller progressivement. Ouais. Oui, puis comme tu le dis, je pense que chaque organisation a son rythme. Des fois, on travaille avec des organisations où ils veulent aller mettre la charrue devant les bœufs, comme on dit en québécois. Ils veulent aller plus vite presque que ce qu'il faut parce qu'il y a quand même un moment, il faut laisser le temps de faire ces choses aussi. Puis d'autres organisations aussi, le contraire, on va avoir vraiment besoin d'y aller à petits pas, puis tout ça. Fait que ça, c'est dans tous les projets. Fait que c'est sûr que j'imagine que ça s'applique aussi dans ton secteur d'activité. Est-ce que j'ai une curiosité? Est-ce que vous travaillez aussi des fois avec des gens, disons des experts de certains en développement durable ou vous prenez en charge un peu l'ensemble de la démarche? Est-ce que vous-même, comme organisation, vous êtes dans un mode de co-création des fois avec des clients pour aller chercher des gens qui ont une expertise, mettons, pointue? Je sais pas, en énergie ou des choses comme ça. Oui, absolument. Absolument. Nous, le parcours développement durable, qui est notre gros projet chez Elio, sur lequel on travaille depuis 4 ans, là où on est, qui nous permet d'accompagner une vingtaine, 20 en fait, pas une vingtaine, précisément 20 PME ou entreprises d'économie sociale sur un parcours d'1 an qui inclut de la formation, des accompagnements individuels, du coaching, du mentorat, etc. Donc, c'est vraiment un package hyper riche. Et là, ça nous permet de faire venir des intervenants ponctuellement sur des sujets super pointus. Donc nous, c'est vrai qu'on est assez généraliste. On a plusieurs expertises pointues, notamment en analyse de cycle de vie, diverses choses, en RH aussi et développement durable, mais parfois sur des points particuliers, on va chercher effectivement des experts, d'autres experts. Et puis ça nous permet d'aller. En fait, ce qui est génial, c'est que ça nous permet d'amener la meilleure personne pour le défi qu'a l'entreprise à ce moment-là. Et ça nous arrive beaucoup de faire venir des gens qui vont accompagner la transition culturelle de l'entreprise. Donc ça, c'est parce que c'est la clé en fait. Les solutions, c'est amusant. On avait une entreprise l'année dernière. Qui était, peu importe dans quel domaine, mais il est
il était vraiment... on se questionnait vraiment sur quelles mesures de développement durable. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans son plan d'action? Tu sais, on avait travaillé la stratégie, c'était pas un domaine etc. Non, c'était pas clair. On tournait, on avait du mal à saisir, en fait, quelle allait pouvoir être sa contribution. On partait sur des choses bien trop ambitieuses, etc. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que... on s'est dit, mais... peu importe, ça n'a pas ton plan d'action. On peut choisir des petites actions, mais là où tu vas vraiment faire une transformation, c'est sur ta culture d'entreprise. Parce que c'est quand tu vas être devenu une entreprise vraiment collaborative, où tout le monde va contribuer au meilleur de son intellect et de ses connaissances, que les solutions, elles vont émerger naturellement. Puis surtout, c'est que tu vas trouver, il y a des gens qui vont se porter volontaires pour faire des projets. Donc, si ton plan de développement durable, c'est juste de développer une entreprise collaborative, une culture collaborative, les actions, elles vont venir immédiatement derrière. Évidemment, il y en avait quelques-unes. C'est juste ça, mais c'est quand même tout un défi. Mais oui. oui. Mais oui, voilà. Mais en fait, souvent, c'est ça la clé, parce que si tu n'as pas la transformation culturelle, quasiment, je veux dire, tes actions, tu n'arriveras pas à les mener, en fait. Clairement. Puis je veux te ramener à te parler du parcours de développement durable dans lequel il y a 20 entreprises qui participent. J'ai envie que tu nous en parles un peu plus. Ça fait combien de temps que ça a été mis sur place? C'est quoi un peu la mission de votre parcours? Puis comment on fait pour en bénéficier si jamais il y a des auditeurs qui ont envie de proposer ça dans leurs organisations? Oui. Alors, c'est pas très compliqué. Donc, en fait, le parcours développement durable a été co-créé par nous, en fait, et la ville de Montréal. En tout cas, il y avait un besoin sur notre sujet, sur le sujet de la transformation, la transition socio-écologique, le développement durable au sens large. Et puis, il y avait déjà une formule un peu de parcours entrepreneurial que la ville maîtrisait, puisqu'ils en avaient développé plusieurs. Et en fait, cette jonction-là s'est faite entre tout simplement quelqu'un de la ville et moi. Et on a commencé à travailler sur un parcours développement durable avec une recette qui était déjà extrêmement prometteuse, qui existait dans d'autres parcours de la ville, et puis notre expertise. Et puis on a fait quelque chose qui était un peu unique. Chaque parcours en fait a comme le parcours zéro déchet. Par exemple, il y avait le parcours innovation. Il y a 2 parcours pour les industries culturelles et créatives, une pour la croissance, une pour l'exportation, et il y a un autre parcours sur l'exportation. Donc c'est les 5 parcours entrepreneuriaux de la ville de Montréal. Okay. Voilà. Et donc, on est parti sur une recette qui est vraiment la nôtre, qui est un peu distincte. Chaque parcours a sa couleur. Donc, voilà. Donc, nous, on est dans notre 3e cohorte. On est en train d'expérimenter, évidemment, toutes les formes de transmission de connaissances par le virtuel. Mais en même temps, je pense qu'il y a des recettes qu'on a subies, qu'on a développées cette année, qui vont nous servir probablement dans les années prochaines. Même si, évidemment, on veut se voir, on veut se toucher, on veut... Oui, je pense qu'il y a bien des gens qui sont là, c'est comme, OK, on réalise l'importance du contact humain, mais en même temps, on a développé des solutions pour optimiser le mélange. Oui. Donc, ce que j'aime dans cette formule de cette année, c'est qu'on peut donner accès au contenu à plus de gens, mais évidemment, là, le contact humain reste primordial. Bref, donc ce parcours-là, on l'a monté et on a plusieurs journées de formation collective, comme on les appelle, où on réunit toutes ces PME-là, PME et entreprises d'économie sociale. C'est bien important, on en veut beaucoup des entreprises d'économie sociale. Est-ce que tu peux définir, parce qu'on entend beaucoup ça, mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'on entend par économiste d'économie sociale? Excuse-moi, je te coupe dans ta lancée, là, mais c'est important. Une entreprise d'économie sociale, écoute, je n'ai pas la définition là comme ça qui me vient en tête, mais ce sont des entreprises qui sont à but non lucratif, qui ne sont pas des entreprises dont le capital est possédé par des individus, en fait. Donc, ce sont des OBNL, mais qui ont une mission économique, en fait, comme une entreprise. Donc, et souvent, on en trouve beaucoup dans... le nettoyage industriel, l'alimentaire, par exemple, des traiteurs. Il y en a beaucoup, des traiteurs d'économie sociale. On a un Certec qui fait du recyclage, la mise à niveau d'équipements informatiques. Écoute, il y en a une multitude qui... je pourrais en citer quelques-unes, faire du name dropping, mais c'est pas le non, but. mais ça montre un portrait. Mais voilà, c'est des OBNL, ils ont un conseil d'administration habituellement, etc. Et ce qui veut dire, c'est aussi des entreprises dont le capital elles sont pas rachetées par mettons, une grosse entreprise internationale, etc. Donc voilà. Et il y a tout un réseau pour les entreprises d'économie sociale. La ville, le gouvernement aussi ont des programmes qui sont spécifiques pour ces entreprises-là aussi.
Voilà, donc les entreprises, donc entreprises privées, entreprises d'économie sociale sur le parcours, on en a 20. Pour postuler, écoute, on a un site web, donc évidemment, c'est parcoursddpme.ca. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode, les gens auront juste à cliquer, mais je me le note. Voilà, et puis il suffit déjà de manifester son intérêt, puis comme ça, nous, ça alimente notre base de données, puis dès qu'on rentre au recrutement, on informe tous ces gens-là, puis après, on fait plein de communications sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous les sélectionnez? Parce que là, si tu dis, il y en a précisément 20, OK, fait qu'il y a un comité de sélection. On a un comité de sélection, et puis on en garde 20. Ce qui est intéressant aussi sur cette dernière année, c'est qu'on a, on a quand même une petite offre, enfin une offre, c'est-à-dire qu'on a des alternatives pour les entreprises qui n'ont pas été sélectionnées. Donc là, avec PME Montréal, par exemple, qui offre des services en économie circulaire, en développement durable. Donc on a quand même, on les laisse pas tomber. Okay. Celles qui sont pas sélectionnées, ils sont quand même capables d'avoir de l'accompagnement pour des projets. Mais voilà, dans le parcours, elles sont 20. Et puis, on a aussi un partenariat avec un mouvement international qui s'appelle Women for Climate, qui, en fait, veut mobiliser et puis développer les aptitudes, les compétences des femmes entrepreneurs qui ont un projet à vocation environnementale, on va dire, à bénéfice environnemental. Et donc, dans notre cohorte de 20, on a une cohorte de entre 7 et 10 femmes qui représentent leur entreprise et qui font partie de ce mouvement international-là. C'est je les suis d'ailleurs, Women for Climate. J'avais déjà vu un peu passer quelques trucs, puis c'est intéressant comme avenue. Puis ça m'amène une question. Est-ce que les gens se parlent entre eux ou c'est vous qui les accompagnez, vous leur donnez des outils? Mais est-ce que vous les mettez en relation? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent? Bon, c'est ça les deux. Alors oui. Alors on les met en relation, nous, pour des contenus et puis des ateliers qu'on veut faire. Donc ça, c'est nos journées collectives, on va dire. Après, il y a une partie qui se fait dans l'entreprise. Donc là, on travaille avec leur comité, ce qui fait que c'est pas juste une personne de l'entreprise qui en bénéficie, mais on va travailler vraiment sur leur plan à eux. Après, elles ont du coaching individuel selon leurs défis. Mais sinon, oui, donc on les réunit dans l'année. Et en plus, oui, il y a des synergies qui se font entre entreprises. Tout d'un coup, si on sait qu'il y a telle entreprise et telle entreprise qui ont des sujets sur lesquels ils peuvent réfléchir en commun ou un qui a une solution pour l'autre. Donc, soit de toute façon, ils se rencontrent informellement dans les ateliers, mais sinon, nous, on va pousser des mises en relation. Et puis, on va aussi faire un peu des mises en relation avec des gens dans notre écosystème qui peuvent éventuellement les aider. Et voilà, donc oui, on a 2 entreprises qui ont fusionné l'année dernière. Ah oui? Oui. Voilà. À cause du parcours? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mieux se connaître. Ils se connaissaient. Il y avait pas mal d'acteurs, enfin en tout cas des PME Montréal et tout ça, qui leur disaient il y a une convergence, il y a quelque chose à faire entre vous. Et puis, mais ils ont eu plus le temps de se connaître. Et ils ont commencé à développer des affinités plus quasiment personnelles. Et du coup, voilà comment ça. Donc, c'est assez drôle. Évidemment, ça n'arrive pas tous les ans. Non, c'est ça. Mais on a souvent des contrats qui se signent, on fait des collaborations diverses et variées. Oui, puis même si c'est des trucs plus informels, déjà, juste de s'inspirer, de voir d'autres cas, c'est toujours tellement riche, ce genre d'événements-là. Oui, puis on leur donne accès à C2 Montréal aussi. Tous les ans. Donc là, il y a quelqu'un de l'entreprise qui va à C2 Montréal, donc avec tous les brain dates qui viennent avec et toutes les conférences inspirantes, etc. Donc, non, c'est un package qui est assez exceptionnel. Voilà. Donc, et c'est juste pour les entreprises de Montréal, de l'île de Montréal. OK. Puis les entreprises en région, est-ce que tu peux les référer à d'autres ressources ou une façon d'un peu aller chercher de l'information si eux aussi veulent commencer à réfléchir à... Oui, il y a quelque chose d'hyper intéressant depuis 1 an, c'est le fonds Eco-Leader. Donc, il n'y a pas, par exemple, des parcours comme celui de Montréal en région. Nous, on voudrait en faire plus, mais... donc ça, s'il y a des régions intéressées, on sera ravis de travailler avec elles. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le fonds Eco-Leader, qui est un fonds du ministère de l'économie qui a été lancé, qui est vraiment dédié à l'éco-responsabilité. Et ce qui est intéressant avec le fonds Eco-Leader, c'est que d'abord, leur mission, c'est vraiment d'aider la transition des entreprises, la mise en œuvre concrète. Alors, ils peuvent cofinancer les stratégies, les plans, etc. Parce que ça, c'est indispensable. Avant d'aller dans l'action, il faut que tu aies un peu planifié ce que tu voulais faire. Donc, toute cette partie-là, un peu plus stratégique. Mais ils financent aussi toute la recherche de technologies vertes, etc. Donc, ils sont dédiés à ça. Et il y a des agents, là, dans toutes les régions du Québec
qui sont là pour aider les entreprises à bien définir leurs projets. Et les entreprises vont faire appel à un expert, par exemple, comme nous ou d'autres. Et le fonds Éco-Leader va financer jusqu'à 50% du projet. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Effectivement, parce que c'est plus facile d'embarquer dans un projet quand on a une aide externe, on se le cachera pas, tu sais, même si c'est des beaux projets, tout ça, il reste qu'il y a des coûts associés en termes de temps à l'interne, en termes de ressources, mais aussi des fois en termes d'accompagnement d'experts, c'est comme toi par exemple. Donc, c'est bien d'avoir une ressource. Fait que je vais définitivement mettre le lien dans les notes de l'épisode. Esther, merci tellement d'avoir eu la générosité. On l'a pas dit en début d'épisode, mais en fait, on n'était pas parti pour parler de ça quand t'es arrivée. C'était pas un sujet qu'on avait planifié, mais c'était quelque chose qui était tellement passionnant qu'on s'est juste mis à parler puis qu'on a enregistré, comme je l'ai expliqué là, dans l'introduction. Donc, merci d'avoir été généreuse. C'était vraiment inspirant, puis je pense que c'était mieux que le sujet qu'on s'était prévu à la base. Donc, j'apprécie beaucoup. Puis, si jamais les auditeurs veulent te rejoindre, là, je vais mettre les liens vers le site d'Élio, tout ça. Je vais les inviter à suivre Élio aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre comme un événement particulier ou quelque chose qui s'en vient pour vous? Je pense qu'on va faire, pour le parcours développement durable, on va commencer le recrutement en début d'année. Donc voilà, en janvier, on va faire un événement en ligne pour le présenter. Mais événement, cette année... Oui, non, effectivement. Pas simple. Non, je crois que le mieux, c'est de nous contacter. Des événements, en revanche, nous, on n'est pas des organisateurs d'événements. Des événements qui sont autour du développement durable, il y en a même en ce moment. Donc, par exemple, je trouve que c'est pas mal de se mettre sur la newsletter du fonds Éco-Leader, de ces acteurs-là. Donc, oui, des événements, il y en a une multitude. La Maison du développement durable est un excellent endroit aussi pour aller chercher de la matière, chercher des connaissances, bon, voilà, il y en a plein. On mettra des liens inspirants. Moi aussi, là, je suis un peu là-dedans de m'abonner à des infolettes puis essayer de suivre. Donc, je partagerai mes petites ressources dans les notes de l'épisode. Merci encore. Merci. Parfait. Bon vendredi. Bye-bye. Merci. Au revoir.